Merci de nous rejoindre au sommaire de ce 13h du 23 décembre, bilan de la 7e législature. Le bureau de l'Assemblée nationale a présenté ses acquis au président du Faso. C'était lors d'une audience à Kosiam dans la matinée d'hier. Des détails dans un instant. Et puis dans ce journal, la présentation des résultats préliminaires du 5e recensement général de la population et de l'habitation au Burkina Faso. On a environ 20,5 millions d'habitants au total, dont 51,7% de femmes. Bonjour à vous et bienvenue dans ce journal. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience le bureau de l'Assemblée nationale. Conduit par son président Alassane Malassah Kandé, les députés ont fait au chef de l'État le point du travail parlementaire de la 7e législature qui s'achève. On retiendra que l'Assemblée nationale a, au cours des 5 dernières années, voté 231 lois, 54 résolutions, débattues autour de 235 questions. Un extrait de la déclaration de Bala Alassane Sakandé pour vous. C'est un bilan synthétique des lois que nous avons votées, les résolutions, les commissions d'enquête, les missions d'information, les questions d'actualité, les questions orales, les questions écrites posées au gouvernement. Et donc c'est ce point que nous sommes venus faire au président et lui dire merci aussi pour l'accompagnement. C'est vrai que c'est l'Assemblée qui vote le budget, mais à quelque part c'est l'exécutif qui met les moyens à la disposition de l'Assemblée nationale pour son fonctionnement. Au cours des 5 dernières années, nous avons pu voter 231 lois, dont 3 propositions de loi, 54 résolutions, 235 questions, toutes tendances confondues, questions orales, questions écrites, questions d'actualité, 11 missions d'information et 7 commissions d'enquête parlementaire. Donc, le credo qui a toujours prévalu à l'Assemblée nationale, c'est le consensus. Et je profite de l'occasion, en tout cas, pour dire merci. Merci aux honorables députés qui nous ont accompagnés tout au long de cette législature. Merci à la majorité, merci à l'opposition, merci aux non-inscrits aussi, parce qu'il y a eu un moment où il y avait un député non-inscrit. Et donc, c'est l'effort conjugué de tous qui fait qu'on dit l'Assemblée, ça a bougé. Ce n'est pas le président qui a bougé. C'est les honorables députés, les 126 qui ont bougé. Et voilà, le président récolte à quelque part, mais en réalité, le travail, ce n'est pas lui, c'est les autres. Quelques jours après la validation de la réélection de Roch Marc Christian Kaboré par le Conseil constitutionnel, 3 candidats à la présidentielle de novembre dernier sont allés féliciter le président élu. Edi Komboyego, Ambroise Farama et Kadri Désiré Ouedraogo disent s'inscrire dans une démarche républicaine. Écoutons-les. Le Conseil constitutionnel l'a déclaré élu pour 5 ans, président du Faso. Nous sommes donc venus le saluer et l'inviter à être le président de tous les Burkinabés, sans distinction d'ethnie, de religion, de profession, et tous les Burkinabés tout court. Et nous sommes également venus lui demander de respecter ses engagements de campagne, notamment la réconciliation nationale, notamment la relance économique et surtout le retour de la paix. Nous lui avons rassuré de notre disponibilité à œuvrer à ses côtés lorsqu'il s'agira toujours de l'intérêt supérieur de la nation, de l'intérêt supérieur des Burkinabés. J'ai voulu venir présenter au président élu mes félicitations et aussi mes vœux de succès pour la lourde mission qui lui est confiée. Cette démarche se veut une démarche républicaine et de respect de nos institutions et aussi à valeur de démontrer que par-delà les divergences d'idées et d'opinions entre les différents candidats que nous étions, nous avons tous à cœur de défendre les intérêts supérieurs de notre pays, le Burkina Faso. Et sur ce terrain, je serai toujours prêt à défendre les intérêts de notre pays. Les résultats sont officiels et que le président de la République sortant a été proclamé élu pour les 5 années à venir. Nous avons estimé qu'il était de bonne courtoisie de venir le féliciter parce que pour nous, la compétition électorale, comme je le dis, est une compétition. Et dans toute compétition, il y a certainement un vainqueur
et invaincu. Et aujourd'hui, c'est lui qui est appelé donc à conduire la destinée de notre pays. Donc il était de bonne courtoisie pour nous de venir le féliciter et souhaiter plein succès pour le mandat à venir. Environ 20,5 millions d'habitants, dont 51,7% de femmes et 48,3% d'hommes. Ce sont là les chiffres du 5e recensement général de la population et de l'habitation au Burkina Faso. Des résultats préliminaires qui ont été présentés hier 22 décembre lors d'une cérémonie qui a connu la présence du Premier ministre, Mamidria Nakamabou. Le Burkina Faso compte un peu plus de 2 millions d'habitants, dont 48,3% d'hommes et 51,7% de femmes. Selon les résultats préliminaires du 5e recensement général de la population et de l'habitation, RGPH, la population du Faso est majoritairement rurale. Elle est composée de 5 398 305 urbains et de 15 89 674 habitants en milieu rural. La ville de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou sont les deux plus grands pôles urbains du pays. Nous avons une population actuelle estimée en 2019 à peu près 20 500 000 habitants. Donc plus précisément, c'est 20 487 000 habitants. Alors cette population connaît toujours, comme vous l'avez constaté, une croissance assez importante avec un taux de croissance moyenne annuel de 2,93%. Ce qui est un peu moins par rapport au taux de croissance que nous avions mesuré lors du recensement passé qui était de 3,1%. Ces mêmes résultats ont présenté la région du centre comme la plus peuplée avec une population de 3 032 678 habitants, soit 14,8%, et la région du centre-sud la moins peuplée avec 798 341 habitants, soit 3,8% de l'ensemble de la population. Il y a des indicateurs extrêmement importants qui montrent que nos politiques publiques doivent aujourd'hui porter principalement sur l'autonomisation des femmes et sur le développement de la jeunesse. Parce que notre population est constituée principalement de couches jeunes et de femmes. De ce point de vue, nous allons travailler à faire en sorte que dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, nous puissions accorder une part importante aux efforts de développement des couches les plus vulnérables de notre pays. La population burkinabé est majoritairement jeune. Plus de 77% de la population a moins de 35 ans. Les enfants de 0 à 4 ans représentent 16,2% de la population totale et celles âgées de moins de 15 ans représentent 45,3% de la population globale. La proportion de la population active de 16 à 64 ans est de 51,3%. Et quant à la population âgée de 65 ans ou plus, elle est estimée à 3,4%. Selon le directeur de l'Institut national de la statistique et de la démographie, la population connaît une croissance assez importante. La population est toujours marquée par sa jeunesse, donc à peu près 45%. La population a moins de 15 ans. Et donc ce qui veut dire qu'il y a un défi important à relever pour que cette jeunesse puisse effectivement être bien formée, bien éduquée et pouvoir trouver des emplois. De 2006 à 2019, la population burkinabé est passée de 14 172 064 habitants à 20 497 979 habitants. La population du Faso a quasiment doublé entre 1996 et 2019, ce qui correspond à un taux d'accroissement de 2,93%. Et comparativement à la période 1996 et 2006, le taux d'accroissement était de 3,12%. Et cela témoigne que le rythme d'accroissement démographique a légèrement baissé. Au ministère de la Communication, le dévouement de 40 hommes et femmes de médias a été reconnu par la nation. C'était hier lors d'une cérémonie de décoration organisée par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Un des récipiendaires a été fait officier et les 39 autres chevaliers de l'ordre du mérite dans les domaines des arts, des lettres et de la communication avec agrafe, télévision et presse écrite. Des précisions avec Mamidria Nakamabou. Au nom du président du Faso. L'un a été fait officier et les 39 autres chevaliers de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe, radio-télévision, presse écrite. Des récipiendaires qui ont dédié leur distinction à leurs familles et collègues.
Ils prennent par ailleurs l'engagement de persévérer dans le travail. Je prends cette médaille avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté et surtout beaucoup d'humilité. Et je pense que c'est une invite à mieux faire. C'est vrai que c'est un mérite et c'est un mérite que je n'ai pas eu tout seul. Je pense que c'est un mérite que je dois aussi à tous mes collaborateurs de la RTV de Dori et à tous mes amis qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est un sentiment de joie, de reconnaissance envers la nation tout entière, à tous ceux qui m'ont encouragé le long de cette petite carrière. Et merci à mes parents surtout de m'avoir poussé à continuer dans ce métier-là. Et puis merci à vous tous, mes collègues aussi. Et je bénis le Seigneur pour vraiment cette faveur qui me fait d'avoir cette décoration que je dédie à mon père spirituel. J'ai rendu grâce à Dieu, mais je dédie cette décoration à mon père spirituel, le docteur Mandou Philippe Karambiri, et à toute l'équipe d'Impact TV. Cette cérémonie de décoration qui traduit la reconnaissance des autorités aux récipiendaires est une invite à redoubler d'efforts afin de consolider les acquis de la démocratie. Ce fut aussi l'occasion pour le ministre en charge de la communication d'encourager les autres à plus d'abnégation. Tous les remerciements que nous avons à l'endroit de ces valeureux travailleurs et tous nos encouragements pour que ceux qui n'ont pas eu cette décoration puissent l'avoir. Nous devons simplement nous souvenir qu'il ne s'agit pas d'un geste mécanique. Il s'agit d'un élément important, celui de reconnaître le mérite du travailleur. Et ce n'est pas le nombre d'années au-delà de ceux requis par la grande chancellerie qui compte, c'est certainement notre engagement constant, de façon permanente et continuelle, au profit de nos EPE, au profit de la communication dans notre pays, qui doit être salué. Présidé par Rémi Fulgence Danginou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, cette cérémonie de décoration a connu la participation des ministres en charge de la femme et de la culture. Première édition de l'excellence de la Direction générale des impôts. Djibril Sawadgo est sacré meilleur agent de l'année. C'était au cours d'une soirée tenue le 19 décembre dernier. En plus des agents de la DGI, les contribuables qui se sont distingués par leur civisme fiscal ont vu leurs efforts récompensés lors de cette cérémonie. C'est dans cette ambiance bon enfant que les agents et contribuables de la Direction générale des impôts DGI ont vu leurs efforts couronnés. Une distinction qui s'inscrit dans le cadre de la première édition de l'excellence de la Direction générale des impôts. À cette édition, c'est Djibril Sawadgo qui est sacré meilleur agent. Moi, je trouve que peut-être ça me dit de faire plus d'efforts. Parce qu'à partir de ce moment, je me dis qu'il y a d'autres possibilités. Voilà, de faire encore mieux. Puisque je pensais que j'étais à mes limites, je faisais vraiment beaucoup d'efforts. Je vois que, actuellement, je vois que je peux faire mieux, quoi. Faire mieux à travers le travail, afin de mieux s'illustrer, c'est l'objectif du lauréat du prix de l'excellence de la DGI au titre de l'année fiscale 2019. Et c'est d'ailleurs cette culture de l'excellence que la DGI veut inculquer à tous ses agents à travers ses trouvailles. Ça va contribuer donc à galvaniser davantage les agents, à exceller dans leur travail au quotidien pour donc servir donc leur pays par rapport donc à la mobilisation des ressources et également encourager les contribuables qui suivent donc le rythme par rapport donc à tous les délais qui sont fixés en matière donc de recouvrement des recettes. Donc vous avez suivi avec nous, c'était une soirée qui était pleine d'émotions et parce que ceux qui ont été les lauréats ont senti donc la valeur de cette reconnaissance qui leur a été décernée ce soir. Selon le directeur général des impôts, le principe du prix de l'excellence est de mesurer à travers des indicateurs et des critères précis les performances et valeurs professionnelles des agents et le civisme fiscal des contribuables. Il y a des agents également qui sont très dévoués, qui font leur travail avec conscience. Et donc ce sont des personnes qu'il faut effectivement encourager et il faut reconnaître leur mérite. Ce qui va créer une émulation, ça fera en sorte que les contribuables vont mieux faire leurs déclarations, les agents également vont se donner à la tâche et travailler mieux. Ce prix, selon la DGI, est la meilleure preuve de leur engagement à la politique de management et de modernisation de l'administration fiscale. 2 jurys, dont l'un pour les agents et l'autre pour les contribuables, ont travaillé à décerner ces prix.
Si le prix du meilleur agent revient à Djibril Sawadro, le prix du meilleur contribuable a été décerné à Timini SARL pour le respect régulier de ses obligations fiscales. D'autres prix d'honneur ont été également décernés à l'occasion. Direction maintenant Waiguya où s'est tenue les 21 et 22 décembre dernier la deuxième édition des 48 heures d'opportunités d'affaires et de financement des femmes entrepreneurs. Une rencontre qui a regroupé des centaines de femmes venues de plusieurs localités et qui vise à booster l'entrepreneuriat féminin. Les réflexions au cours de ces 2 jours ont permis de dégager des pistes de solutions pour mieux accompagner les femmes entrepreneurs pour leur autonomisation. Abdourahim Nienye. Ces 48 heures d'échange permettent de renforcer la résilience des femmes entrepreneurs dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire qui affecte leurs entreprises. Un cadre donc de réflexion pour apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les femmes dans leurs activités génératrices de revenus. C'est aussi une occasion de rencontre, de partage d'expériences et d'établissement de partenariats entre ces femmes venues de toutes les régions du pays. Local. Il s'agit donc pour les femmes de venir voir quelles sont les possibilités qui leur sont offertes, écouter les opportunités qui leur sont offertes par les différentes banques et institutions financières, écouter également des femmes modèles. Vous avez vu les centres qu'on a visités. Il y a des femmes qui sont extraordinaires. Elles ont présenté des produits locaux qui ont été vraiment mis sous label. Donc il s'agit de venir sur leur exemple et voir quelles sont leurs options qu'elles pourront faire pour que effectivement l'État puisse les accompagner. Au cours de cette rencontre, des panels seront consacrés à la recherche de solutions à l'un des problèmes majeurs que rencontrent ces femmes. Il s'agit de l'écoulement de leurs produits. On verra bien comment il faut bien produire parce qu'en fait, pour forcer l'admiration, il faut fabriquer vraiment de bons produits dans un environnement bien sécurisé. Mais également, il faut voir toute la chaîne de valeur. Il faut voir comment on fait pour pouvoir écouler ces produits-là. Et cette rencontre-là sera une opportunité pour les femmes qui sont là de pouvoir en tout cas se réaliser. Les femmes entrepreneurs se réjouissent de cette initiative du ministère en charge de la solidarité nationale qui leur permet de développer leurs activités et s'autonomiser financièrement. Nous produisons du miel et des produits dérivés de la ruche tels que le vin de miel, le whisky de miel, du savon de toilette au miel et puis beaucoup d'autres jus sucrés au miel et les gâteaux sucrés au miel. Les emballages que nous utilisons ne sont pas compétitifs, si bien que les gens sont un peu réticents. Mais nous, on sait pertinemment que le produit est de qualité, mais si ce n'est pas bien emballé, le client n'est pas attiré par nos produits. Je crois que cette initiative est la bonne. À partir du moment où ça nous donne l'occasion de nous exprimer et de poser nos problèmes, et ensemble, nous allons trouver une solution pour aller de l'avant. Et aussi, ça nous permet aussi de développer d'autres initiatives pour être encore plus compétitifs sur le marché. À cette occasion, des jeunes filles formées ont reçu du matériel d'accompagnement pour la réalisation de leurs projets. Notons que cette rencontre dans la cité de Nabakango fait suite à celle tenue à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso l'année dernière. L'objectif, c'est d'accroître la contribution de la femme au développement socio-économique du Burkina Faso. La foire agro-silvopastorale de Lumbila a ouvert ses portes le 21 décembre dernier. Durant 72 heures, le savoir-faire de cette commune rurale dans le plateau central sera à l'honneur. Cette foire est aussi une tribune de rencontre pour nouer des relations d'affaires, nous dit Michael Toukri. La commune rurale de Lumbila, à quelques kilomètres de la capitale burkinabé, est très connue pour sa capacité de production maraîchère. Et chaque année, c'est une production qui fait l'objet d'une foire agro-silvopastorale. Pour cette édition 2020, c'est le maire de la commune qui donne le top de départ de la foire. Regardez dans les stands, vous trouvez déjà de la tomate, vous trouvez des choux, vous trouvez, si vous plaît, le volet maraîchculture. Mais vous allez trouver aussi de la transformation de ces produits. Vous allez trouver également de la volaille, vous allez trouver donc du côté animal, vous allez trouver énormément de choses. Et surtout, les aspects de transformation. Vous allez voir de la semence améliorée, vous allez voir des produits bio, parce qu'à Lumbila, ici, nous faisons vraiment la publicité pour que les gens se convertissent à la production bio. Pour ne pas continuer d'empoisonner les gens avec les produits chimiques qui viennent d'ailleurs.
Donc avec la production bio, nous pensons qu'on va mieux et nous voulons que Lumbila se positionne cela. Et vous savez que nous avons un marché bio que nous avons lancé il y a 2 ans et qui est à la pizzeria qui se tient tous les dimanches. Dans les différents stands, on y trouve un peu de tout. Et c'est une tribune qui permet la valorisation des potentialités agro-silvopastorales de Lumbila et l'accent est mis sur la production locale composée en grande partie de production maraîchère. Dans le cadre de la valorisation des atouts agro-silvopastoraux, il faudrait qu'on se rende compte qu'à Lumbila, les activités d'agriculture, les activités d'élevage, les activités d'environnement, les activités de pisciculture sont développées. Et qu'il y a des gens qui sont des artistes dans leur métier. Alors comment le faire savoir s'il n'y a pas une organisation pour que chaque année, les gens viennent exposer leur savoir et leur savoir-faire pour se faire connaître, commercialiser et nouer des relations d'affaires. Moi personnellement, depuis 4 ans, je ne consomme que la tomate mise en boîte à Lumbila. Je n'achète plus la tomate venue d'ailleurs. Alors, l'usine de transformation de tomates, ça c'est un gros projet de l'État. Et vous voyez ça à côté de la pizzeria où vous pouvez, il est prévu, dans un rayon de 150 km, de ramasser la tomate et de ramasser les mangues pour faire des boîtes de tomates, des jus de mangue concentrés, commercialisés à travers le Faso et ailleurs. Au regard de la capacité de production maraîchère, la commune de Lumbila va bénéficier de la construction d'une usine de transformation de tomates. Une usine longuement annoncée par les autorités gouvernementales et très attendue par les producteurs maraîchers de la commune rurale de Lumbila. Solidarité dans ce journal, la société minière de Sandrabo Somissa vole à la rescousse de la division de la migration de la police nationale. Cette société minière a fait don de matériel au service de la migration hier 22 décembre. Estimé à plus de 6 millions de francs CFA, ce don vise également à renforcer les capacités opérationnelles du service de la migration de la police nationale. Maxime Jean-Yves Bambara. La division de la migration de la police nationale, heureuse bénéficiaire d'un don de matériel de la Somisa, société des mines de Sandrabo. Après avoir bénéficié, elle aussi, des services de cette division, notamment dans la délivrance des visas pour son personnel, cette société minière témoigne à travers ce don sa reconnaissance. Un don composé entre autres de climatiseurs, de bureaux, de chaises, de chauffe-eau électriques, de réfrigérateurs, de détecteurs de métaux, d'imprimantes et de cartons de RAM. C'est un geste de bonne volonté. On a eu pas mal à, comme je le disais tout à l'heure, j'ai évoqué que nous, West African, par le canal de ses filiales, est au Burkina depuis 2007. Et donc nous avons quand même eu pas mal à faire avec la police nationale et la migration. Et qui nous ont supportés, qui nous ont aidés par le passé. Donc c'est un geste de retour. Donc pour aussi, comment dirais-je, solidifier les liens qui existent entre nous, une société qui exerce ses fonctions dans le pays du Burkina Faso et les officiels de ce pays qui gardent la sûreté de ce pays. Un geste salué à sa juste valeur par le directeur du matériel et du budget de la police nationale qui pour lui permettra de renforcer les capacités opérationnelles du service de la migration. C'est un apport vraiment très grand pour la division de la migration. Alors nous allons, comme je l'ai dit dans mon discours tout de suite, l'utiliser avant échéant parce que nos services ont besoin des ordinateurs, ils ont besoin de consommables, ils ont besoin du mobilier bien sûr, les chaises et autres. Alors si vous avez visité à l'intérieur, vous allez voir quand même qu'il y a déjà un manque. Donc c'est bon, ce don plutôt vient à point nommé et nous allons pouvoir l'utiliser convenablement. S'il y a d'autres donateurs, en tout cas, nous ne pouvons que dire merci, voilà, parce que ça ne suffit pas. On a beaucoup d'autres services et bon, le travail est vraiment immense. Et d'autres dons pourront quand même nous appuyer à être beaucoup plus opérationnels. La valeur de ce don est estimée à plus de 6 millions de francs CFA. Filiale du groupe West African, la société minière Somisa est présente au Burkina Faso depuis 2007 et basée dans la commune de Boudri, dans la province du Ganzourgou.
Les bénéficiaires du financement mis en place dans le cadre du premier appel à projet spécifique du Fonds de développement culturel et touristique ont reçu leur chèque jeudi dernier. Une remise de chèque a été suivie de renforcement de capacité au profit de ces bénéficiaires en gestion de projet. Des détails dans ce reportage qui porte la marque de Fatima Tenkima. 108 millions de francs CFA, c'est la somme partagée entre 27 projets bénéficiaires du financement du premier appel à projet spécifique du Fonds de développement culturel et touristique FDCT, dans l'optique de permettre à ces heureux promoteurs culturels et touristiques d'opérationnaliser sur le terrain leurs projets. Ils ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur la gestion d'entreprise, l'exécution des budgets et le suivi des projets ainsi que le respect de la réglementation en matière de normes et de qualité. De façon opérationnelle, cette formation doit permettre aux participants de renforcer leurs capacités en gestion de contrats, maîtriser les mécanismes de suivi, évaluation des projets, maîtriser les techniques budgétaires et les nomenclatures des pièces justificatives, d'outiller sur les normes et qualités en matière d'outiller sur les enjeux de la formalisation des entreprises, de renforcer les capacités en gestion de projets nationaux et internationaux. Du 17 au 18 décembre, plusieurs modules ont été dispensés au profit des participants. Des connaissances susceptibles de leur permettre de gérer de façon efficiente leurs projets et de juguler les difficultés. Idrissa Diko, artiste et président de l'association Weltar et Soudou Baba, a bénéficié d'un financement et compte le mettre au profit de la jeune génération de musiciens de la région du Sahel. On a eu un soutien pour 4 millions. Donc vraiment, on tenait coûte que coûte pour former les jeunes à l'âge de 12 jusqu'à 21 ans, pour nous relever en matière de la culture. Puisque nous, on est en train de sortir, mais il faut qu'on forme des enfants qui vont en train de rentrer. Cet atelier de formation a été également un cadre de concertation et d'échange entre la direction générale du FDCT et les partenaires impliqués dans la mise en œuvre des projets. Rappelons que le FDCT a bénéficié de l'appui du Bureau de la coopération suisse dans la mise en place de ce premier appel à projet. Au total, 200 projets ont été soumis et seulement 27 ont été retenus. Première édition du festival Puitenga en fête. Elle a eu lieu les 18, 19 et 20 décembre dernier à Puitenga. La soirée du 19 décembre a été particulière car elle a connu la participation d'autorités politiques et coutumières venues témoigner leur soutien aux promoteurs. L'objectif de cette initiative est de faire de la promotion de la culture dans la province du Koulitenga une réalité. Abdourahim Nienye. Ce sont 72 heures de festivités consacrées à la promotion de la culture de Puitenga et de la province de Koulitenga en général. Ce festival réunit plus d'une centaine de personnes dont la plupart sont des jeunes. Une occasion au cours de laquelle ces jeunes sont invités à s'intéresser à leur culture pour le développement de leur localité. Pour les autorités, ce festival est la bienvenue dans un contexte où la culture burkinabé en général est méconnue par la jeune génération. Je voudrais féliciter l'initiative du festival Puitenga en fait, parce que ça permet donc de consolider notre socle. Aujourd'hui, la culture, comme on le dit, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Et il est important que nous, jeunes générations, nous puissions mettre un accent particulier sur notre culture. C'est important de magnifier notre culture parce que c'est ça qui va nous permettre donc de nous retrouver. Et si on ne sait pas d'où on vient, on ne saura pas où on va. Et je pense que c'est très important donc qu'ensemble nous puissions nous donner la main pour faire de telle sorte que notre culture puisse rayonner. Si nous, en tant que fils, nous ne magnifions pas notre culture, je ne vois pas qui va le faire. Au-delà de la promotion de la culture burkinabé, ce festival permet de renforcer la solidarité, la cohésion et le vivre ensemble entre les populations de la province du Koulitenga. Les enfants de Puitenga sont dispersés de partout dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, à cause de ce festival, nous avons pu avoir des gens qui ont déplacé des États-Unis, des gens qui se sont déplacés de la Côte d'Ivoire, du Mali. C'était en fait le truc qu'on voulait. Réunir les fils et filles de Puitenga autour d'une ambiance, autour d'une table où on pouvait s'asseoir, causer, s'épanouir et partager cette culture. Voilà.
Les autorités coutumières présentes à cette fête ont salué l'initiative et ont promis d'accompagner l'activité afin que le festival Puitenga en fête soit compté parmi les activités culturelles du Burkina Faso. Comme vous pourrez le constater, depuis hier, la mobilisation est très forte ici. Même la nuit, les gens sont mobilisés. Nous souhaitons que ce soit une occasion de renforcer la cohésion sociale. M. Bitienga et ses amis, avec le promoteur Sofiano, nous ont vraiment honorés avec ce festival. Nous souhaitons que cette activité soit pérennisée. Puitenga en fait, c'est essentiellement des prestations artistiques et un espace de récréation pour les populations de la ville. Le promoteur se félicite déjà de la réussite de cette première édition et il donne rendez-vous en décembre 2021 pour la deuxième édition. C'est la fin de ce journal préparé par toute la rédaction de Truy TV. Rédaction qui, par ma voix, vous souhaite un excellent après-midi en compagnie des programmes de la télévision interactive. Je vous donne ici rendez-vous demain pour un autre 13h.